Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 : Le contexte historique et politique à Hawaï en 1941. Histoire politique d'Hawaï jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Tandis que 1939 voit la création d'un bataillon maori en Nouvelle-Zélande, dès la déclaration de guerre de la Grande-Bretagne à l'Allemagne, tandis que 1940 assiste à la mobilisation d'un bataillon polynésien à Tahiti, quelques semaines après l'appel au combat du général de Gaulle, les 3 premières années de la Seconde Guerre mondiale laissent les îles Hawaï, pointe sommitale du triangle polynésien, dans une ambiance tropicale encore relativement paisible. Le 6 décembre 1941, la guerre semble encore loin de ce petit coin d'Océanie. Déjà, la Première Guerre mondiale était restée relativement inaperçue à Hawaï, si ce n'est avec la capture d'un navire de guerre allemand, malencontreusement en relâche dans les îles au moment de la déclaration de guerre. Les États-Unis ne s'étaient engagés que tardivement dans le conflit, en juin 1917 par l'envoi d'un contingent pour combattre en Europe aux côtés des troupes franco-britanniques. En pleine expansion dans le Pacifique, les États-Unis avaient annexé la République d'Hawaï, qui était à l'époque une république bananière, ou plutôt sucrière, contrôlée par les grands planteurs, le 7 juillet 1898 avec le statut de territoire d'Hawaï. La même année, les États-Unis avaient annexé les Philippines et Guam, dans le Pacifique Ouest, à l'issue de la guerre hispano-américaine. Retraçons brièvement l'histoire du rapprochement progressif des îles Hawaï avec les États-Unis d'Amérique. Les îles étaient devenues un royaume unifié depuis 1795. Le chef Kamehameha, originaire de la plus grande île de l'archipel dénommée Hawaï, ayant vaincu tous ses adversaires au terme de sanglantes batailles. La dynastie de Kamehameha Ier règne sur les îles Hawaï jusqu'en 1872. En 1876, le roi Kalakaua se rend à Washington où il signe avec le président américain Grant le traité de réciprocité. Cet accord prévoit la cession aux États-Unis de la baie de Pearl Harbor sur l'île d'Oahu, en échange de l'abandon des droits de douane sur le sucre hawaïen exporté vers le continent. La reine Liliuokalani, qui lui succède en 1891, s'efforce de restaurer la primauté du pouvoir royal et de diminuer l'influence des Aol, les immigrants blancs. Ces tentatives se heurtent à une violente réaction des colons. Les soldats du navire de guerre américain, le Boston, débarquent à Honolulu sous prétexte de maintenir l'ordre dans la capitale royale. Le 17 janvier 1893, la reine est renversée par un comité de salut public en armes qui a investi le palais royal et demande le rattachement de l'archipel aux États-Unis. Un gouvernement provisoire, constitué de colons influents, est mis en place sous la présidence de l'un d'entre eux, Sanford Dole, fondateur historique du puissant groupe alimentaire éponyme. En 1894, la République d'Hawaï voit le jour, suite au refus des États-Unis de prononcer l'annexion pure et simple. Ce n'est que 4 ans plus tard, en 1898, que les États-Unis décident finalement de faire de Hawaï un territoire américain, malgré l'opposition de la majorité des natifs hawaïens. Le territoire reprend le nom de l'île principale de l'archipel, l'île d'Hawaï, surnommée communément Big Island. Cette décision fut ratifiée par le Congrès américain, dans des conditions controversées, sous la forme d'un vote dénommé Newlands Resolution. Le 30 avril 1900, le Congrès vote le Hawaii Organic Act, qui adopte une constitution et organise les pouvoirs publics pour le territoire d'Hawaï. Cette loi organique, qui restera en place jusqu'en 1959, institue un Sénat local de 25 membres, une Chambre des représentants locale de 51 membres ainsi qu'un gouverneur, tous élus pour une durée de 4 ans. Par ailleurs, la loi organique établit que tous les citoyens de l'ancienne République d'Hawaï deviennent des citoyens des États-Unis d'Amérique. En 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Hawaï est toujours un territoire américain et non un État fédéré membre des États-Unis d'Amérique. Ce statut convient parfaitement au Parti républicain d'Hawaï, qui est puissamment soutenu par les propriétaires de plantations, et qui dirige seul le territoire depuis 1898. En effet, ce statut particulier permet l'immigration de main-d'œuvre étrangère, interdite dans la plupart des États fédérés du mainland. En particulier, un groupe de 5 compagnies, dénommées les Big Five, domine largement la vie économique et politique d'Hawaï.
Il s'agit d'une sorte d'oligarchie de conglomérat, dont un procureur général d'Hawaï dira en 1903 qu'il y a dans ce territoire un gouvernement presque aussi centralisé que celui de la France sous Louis XIV. À cette époque, le Parti démocrate est quasiment inexistant aux îles Hawaï. Histoire économique et sociale d'Hawaï. Depuis les années 1850, une économie sucrière s'était rapidement développée grâce à l'apparition d'immenses plantations de canne à sucre, exploitées par des colons anglais, allemands et américains. Avec le déclin progressif de la chasse à la baleine et de son industrie, le sucre va prendre une ampleur croissante dans l'économie des îles Hawaï. Ces vastes domaines agricoles seront à l'origine de la puissance politique et économique à venir des colons ou missionnaires blancs, les Aols, ainsi que de l'immigration massive de travailleurs étrangers. En effet, un décret de 1848, connu sous le nom hawaïen de Mael, qui signifie la Grande Division, prévoit le partage des terres de l'archipel, jusqu'alors propriété indivise des chefferies hawaïennes, entre la couronne, le gouvernement et les particuliers. Cette décision marque un tournant dans l'histoire des îles, en révolutionnant la conception traditionnelle de la propriété collective des terres. 2 ans plus tard, sous la pression des colons Aols, le droit de propriété est accordé à tous les résidents sans condition de nationalité. Les Hawaïens natifs de l'archipel, pour qui le concept même de propriété individuelle est absurde, négligent totalement ce nouveau droit et laissent les colons acquérir la majorité des terres cultivables. Les missionnaires et leurs enfants, ainsi que de nombreux commerçants américains ou étrangers, achètent ces terres pour y planter de la canne à sucre. La seconde conséquence du Mael, sur la situation économique et sociale d'Hawaï, est l'immigration de milliers de travailleurs étrangers. Pour le travail dans les champs, les planteurs recourent massivement à de la main-d'œuvre étrangère, les Hawaïens ayant été décimés par les maladies. Les premiers immigrants sont des Chinois, suivis par des Japonais, de plus en plus nombreux. Entre 1850 et 1939, on estime à 350 000 le nombre de travailleurs ayant immigré à Hawaï pour travailler dans les plantations de canne à sucre, dont 180 000 Japonais. Arrivent également à Hawaï de nombreux Portugais, originaires des Açores, qui sont souvent recrutés comme contremaîtres dans les plantations. Ultérieurement, d'autres vagues d'immigration voient arriver en nombre des travailleurs en provenance de Porto Rico, de Corée et des Philippines. En 1920, plus de 40% de la population des îles Hawaï est originaire du Japon, contre seulement 25% d'Hawaïens autochtones et 5% de Caucasiens. C'est le terme politiquement correct utilisé aux États-Unis pour désigner les citoyens blancs d'origine européenne. Depuis le vote par le Congrès américain du Hawaii Organic Act du 30 avril 1900, tous les enfants d'immigrants japonais nés à Hawaï sont citoyens américains par la naissance, ce sont les Nisei. En revanche, leurs parents, nés au Japon, demeurent des citoyens japonais, ils sont appelés les Issei. La communauté japonaise d'Hawaï. C'est donc une société multiraciale, au sein de laquelle la communauté japonaise est majoritaire, qui prédomine à Hawaï à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, cette communauté occupe encore, au début des années 1940, le bas de l'échelle sociale. La plupart des familles japonaises vivent sur les plantations de canne à sucre. Levés dès l'aube, des milliers d'ouvriers agricoles nippons travaillent 10 heures par jour dans les champs sous un soleil de plomb, à couper inlassablement des rangées de canne à sucre, dont les feuilles tranchantes entament profondément la peau. Dans l'atmosphère humide et la poussière des moulins, d'autres travailleurs broient les tiges pour en extraire le sucre. À la nuit tombée, ces travailleurs rejoignent leur minuscule taudis pour quelques heures de repos. Les propriétaires des plantations ont certes amélioré quelque peu les conditions de travail des ouvriers japonais après les grèves du début des années 1900, mais ils maintiennent une hiérarchie paternaliste. À l'image de la société hawaïenne de l'époque, dominée par une oligarchie de Aols, les plantations sont conçues comme une pyramide, avec les propriétaires Aols au sommet, les contremaîtres portugais au milieu et des milliers de travailleurs asiatiques à la base. Toutefois, une petite minorité de Nisei, issue de la seconde génération de l'immigration japonaise, est installée à Honolulu. Encouragés par leurs parents, souvent petits artisans ou épiciers de quartier, qui poussent leurs enfants à devenir d'authentiques Américains, ces Nisei fréquentent les écoles primaires et secondaires qui leur sont réservées.
En effet, l'éducation est à l'époque le seul moyen pour s'élever dans l'échelle sociale et briser les barrières. La seule école secondaire qui leur est accessible est la McKinley High School, surnommée péjorativement la Tokyo High. Environ 40% des membres du bataillon d'Hawaï seront des diplômés de ce lycée. Le lycée le plus réputé à Honolulu est le Roosevelt High School, réservé à l'élite à Hall. Le test d'admission en anglais est situé à un niveau tel que seuls les Caucasiens peuvent le réussir. Quelques Nisei parviennent à intégrer l'université d'Hawaï, pour y suivre généralement une formation d'enseignant. Le métier d'instituteur est à l'époque une des rares professions sans discrimination de salaire, et la plupart des autres emplois sont inaccessibles aux Japonais américains, même diplômés de l'enseignement supérieur. Une des particularités de l'université d'Hawaï est de proposer à ses étudiants une formation militaire pour devenir officier de réserve, le ROTC, Reserve Officers Training Corps. Un certain nombre de Nisei, toujours désireux de s'intégrer le mieux possible dans la société américaine, ont suivi ce programme de préparation militaire. Début 1942, lors de la formation du bataillon d'infanterie provisoire d'Hawaï, qui deviendra plus tard le 100e bataillon d'infanterie, 16 de ces 29 officiers sont des Japonais américains diplômés de l'université et du ROTC. En 1940, les jeunes gens ayant atteint l'âge de la majorité doivent faire leur service militaire sans discrimination de race, et sont affectés à la garde nationale, chargée de la défense des îles Hawaï. Cette formation est constituée de 2 régiments, le 298e pour les résidents d'Oahu, l'île principale avec la capitale Honolulu, et le 299e pour les habitants des autres îles de l'archipel. Sur les 3000 recrues de la garde nationale d'Hawaï, à la veille du 7 décembre 1941, la moitié sont des Japonais américains. Après leur entraînement initial au Schofield Barracks, caserne située au centre de l'île d'Oahu, les soldats Nisei sont affectés à la garde des installations militaires. Conscients des préjugés anti-japonais, qui augmentent dans la société hawaïenne, les Nisei redoublent de sérieux dans leur service, ce qui fera dire au général Charles Héron, commandant de l'US Army à Hawaï en 1940, que les Nisei sont les meilleurs recrues de toute sa carrière. Quelle que soit leur situation géographique ou sociale, les Nisei se distinguent par une grande solidarité souvent forgée dans les plantations où ils sont nés et où ils ont vécu durant leur enfance, ou bien sur les bancs de leurs écoles primaires ou secondaires. À la maison, ils vivent pleinement leur culture japonaise au travers de leur alimentation à base de riz et de poisson, et par leurs pratiques religieuses ancestrales. À l'extérieur, ils trouvent un certain confort moral dans leur grand nombre, ce n'est absolument pas une minorité, contrairement aux immigrants japonais du mainland, et se mélangent facilement avec toutes les autres cultures, celles des Polynésiens, des Chinois, des Philippins, des Portugais et autres minorités ethniques. Mais aussi bien mangent-ils des hot-dogs et des hamburgers, ou dansent-ils sur les musiques de Glenn Miller comme n'importe quel Aol. Et la plupart savent jouer de l'ukulélé, la petite guitare traditionnelle des îles Hawaï. Les Nisei se caractérisent aussi par leur ouverture à différentes cultures et par leur attitude nonchalante, typique des sociétés océaniennes, à Hawaï comme dans tous les pays du triangle polynésien. En outre, les Japonais américains se montrent d'excellents sportifs, malgré leur petit gabarit, grâce à leur existence en plein air dans les plantations ou dans les fermes. Leur force et leur résistance physique impressionneront plus tard les officiers de l'armée américaine. Enfin, les Nisei parlent le même langage commun à toutes les ethnies d'Hawaï, le pidgin. C'est une espèce de patois local, mélange d'anglais, de langage polynésien des autochtones hawaïens ainsi que d'autres langues. Ce pidgin s'est formé dans le creuset des plantations de canne à sucre, où les travailleurs de différents pays étaient obligés de parler un langage commun pour se comprendre. Le pidgin sera parfois utilisé par les soldats du bataillon d'Hawaï sur les champs de bataille européens, comme langage codé dans leur communication radio. De surcroît, leur facilité à parler plusieurs langues, fusionnées dans le pidgin, se révélera utile lorsque les soldats japonais américains rencontreront en Europe des Italiens, des Français ou des Allemands. L'implantation militaire des États-Unis à Hawaï. Depuis la signature du traité de réciprocité en 1876, la baie de Pearl Harbor était la propriété du gouvernement américain. Cette baie,
la plus large des îles Hawaï, tire son nom des petites huîtres perlières ramassées autrefois dans ces eaux chaudes et peu profondes. En 1887, la marine américaine prend possession de la baie, qui sera progressivement draguée et réaménagée afin de pouvoir accueillir un nombre croissant de navires de guerre. L'île Ford, au milieu du port, est utilisée à partir de 1917 par les avions de l'US Navy. Afin de contrer l'expansionnisme du Japon en Chine à partir de 1936, puis en Indochine française en 1940, et face au développement de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le Congrès institue, courant 1940, un service militaire obligatoire pour la première fois aux États-Unis en temps de paix. Ce service militaire est d'une durée d'1 an, prolongeable pour une durée indéfinie si la guerre éclate. La loi précise que tous les citoyens américains sont assujettis à ce service, sans discrimination d'origine ou de race. Les conscrits enrôlés à Hawaï sont affectés à la garde nationale de l'archipel. Ensuite, le président Roosevelt décide en février 1941 de transférer définitivement à Pearl Harbor la flotte du Pacifique, basée jusqu'alors à San Diego en Californie. La baie abrite désormais 3 porte-avions, 9 cuirassés, 21 croiseurs et 23 sous-marins, ainsi que des navires hôpitaux et des dizaines d'autres bâtiments de support. Par ailleurs, des centaines d'avions stationnent sur les pistes de Ford Island et de Hickam Field, ainsi que des dizaines d'hydravions à Kaneohe Bay, et des milliers de marins et de militaires américains en provenance du mainland s'installent progressivement à Oahu. Devant tous ces développements, la base navale de Pearl Harbor est peu à peu ressentie comme une menace par les généraux et amiraux nippons de l'autre côté de l'océan Pacifique. La forte présence navale américaine à 5000 km de Tokyo ne risque-t-elle pas de contrecarrer les projets expansionnistes du Japon en Chine et dans tout le sud-est asiatique? En effet, après l'occupation d'une partie de la Chine puis de quelques bases en Indochine française, suite à l'armistice signé par Vichy en juin 1940, le Japon prépare déjà des plans pour conquérir par la force les colonies britanniques et hollandaises de l'Asie du Sud-Est. Singapour, Hong Kong, la Malaisie, ainsi que l'Indonésie sont les prochaines cibles de l'Empire du Soleil Levant. Les Japonais d'Hawaï, étrangers suspects ou loyaux citoyens? Début 1941, le département d'État, le ministère des Affaires étrangères des USA, envoie un de ses agents à Hawaï pour faire une enquête sur les réactions éventuelles de la communauté japonaise en cas de guerre avec le Japon. Dans son rapport, intitulé « Le problème japonais », Curtis Manson souligne que les services de renseignement de l'armée et le FBI exercent une surveillance efficace des résidents japonais. Tout en reconnaissant que les Issei, appartenant à la première génération d'immigrants à Hawaï, sont encore idéologiquement et culturellement proches de l'Empire du Soleil Levant, Manson estime que la majorité d'entre eux restera loyale si la guerre éclate avec Tokyo. Quant aux Nisei, Manson estime que 98% d'entre eux seront loyaux. Cependant, une petite minorité doit être étroitement surveillée, soit environ 1500 personnes qui sont suspectées de pouvoir prendre le parti de leur pays d'origine en cas de conflit. Toutefois, les conclusions du FBI et de l'armée sont basées sur l'hypothèse d'un affrontement entre Tokyo et Washington plus loin en Asie, et ne prennent pas en compte un scénario beaucoup plus dramatique. Comment réagiraient les résidents japonais d'Hawaï en cas d'agression et d'invasion de leurs propres îles par les troupes nippones? Car personne aux USA n'imagine une seule seconde que Tokyo oserait attaquer directement le territoire américain. Si toutefois ce scénario improbable et éludé par l'armée se produisait, quel serait le choix des Japonais américains, entre le pays de leurs ancêtres et le pays de leur naissance? À toutes fins utiles, les autorités militaires de Honolulu décident en juin 1941 de lancer une campagne d'action psychologique. Dans une annonce publique, l'armée déclare qu'elle a confiance dans la loyauté envers les États-Unis de l'écrasante majorité des Japonais d'Hawaï, et qu'elle compte sur son soutien dans son effort de défense. En retour, l'armée s'engage à assurer la sécurité de leurs biens et de leurs personnes. Les Japonais d'Hawaï sont appelés à coopérer avec les autorités pour faire obstacle à de possibles actions d'espionnage ou de sabotage qui seraient entreprises par une minorité d'individus discréditant toute leur communauté. Cette annonce est largement relayée dans les associations et les écoles japonaises. De son côté,
Le FBI prend les devants et établit une liste de suspects à arrêter immédiatement en cas d'agression japonaise contre Hawaï. Sur cette liste préventive figurent essentiellement des Issei, qui affichent ouvertement leur allégeance envers l'empereur du Japon, et des Kibei. Ces derniers sont des Japonais nés à Hawaï, ayant reçu la nationalité américaine, retournés quelques années au Japon pour leurs études, puis revenus finalement s'installer à Honolulu. Ces individus, au nombre de 600 environ, se révèlent être endoctrinés par l'éducation nationaliste et militariste reçue au Japon, et sont perçus comme des éléments dangereux en cas de conflit avec Tokyo. Parallèlement, le chef du FBI à Honolulu, Robert Shivers, s'implique personnellement dans l'action psychologique auprès des personnes influentes de la communauté japonaise. Il rencontre régulièrement, en tête-à-tête puis en petits groupes, des personnalités de la communauté, afin d'échanger sur leur comportement en cas de guerre avec le Japon. Un comité pour l'unité interraciale est constitué sous la présidence de Shivers. Il réunit des chefs militaires, des leaders de la société civile et des représentants de toutes les ethnies vivant à Hawaï. Ce comité a pour objectif de préserver le modèle traditionnel de tolérance et d'harmonie qui prédomine dans l'archipel. Durant toute l'année 1941, Robert Shivers s'efforce de préparer mentalement les Japonais américains aux difficultés qu'ils affronteraient en cas de guerre, mais aussi aux responsabilités qui seraient les leurs vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Chapitre 2 – L'attaque japonaise contre Pearl Harbor. L'alerte ignorée par la marine. L'attaque japonaise du 7 décembre 1941 n'a pas commencé dans les airs, mais sous la mer, à 3h30 du matin, instant précis auquel 5 sous-marins japonais, qui stationnaient en immersion à 10 miles au large de Pearl Harbor, libèrent les sous-marins de poche arrimés sur leur pont. Ces petits submersibles d'à peine 13 mètres de long sont pilotés par 2 hommes et équipés de 2 torpilles. Leur mission est de tenter de s'introduire à la faveur de la nuit, dans la baie de Pearl Harbor, et de torpiller les navires américains au mouillage dans la rade. À 3h42, le veilleur du Condor, un dragueur de mine qui patrouillait à l'extérieur de Pearl Harbor, est intrigué par un petit objet fendant la vague en direction du chenal d'entrée. À sa grande surprise, c'est bien le sommet d'un périscope de sous-marin que le commandant du Condor, l'enseigne de vaisseau McCloy, aperçoit dans ses jumelles. N'étant pas armé pour la chasse sous-marine, le Condor signale cette intrusion au destroyer Ward qui patrouille à proximité. Le commandant du Ward, le lieutenant de vaisseau William Outerbridge, ordonne immédiatement le branle-bas de combat conformément aux instructions. En effet, le commandant en chef de la flotte du Pacifique, l'amiral Husband Kimmel, avait ordonné le 27 novembre de couler tout sous-marin non identifié surpris autour de l'île d'Oahu. Cependant, les recherches restent vaines et aucun submersible n'est détecté par le sonar du destroyer durant près d'1 heure. Le branle-bas est donc levé à 4h43, et le commandant du Ward retourne se coucher. Quelques instants plus tard, le filet de protection installé à l'entrée du chenal de Pearl Harbor pour empêcher précisément l'intrusion de submersibles est levé, afin de permettre le retour au port des bâtiments américains. À 5h08, le dragueur Crossbill, qui patrouillait avec le Condor, est le premier à rentrer au port, suivi à 5h32 par le Condor, puis à 6h15 par un remorqueur sans que le filet de protection ne soit refermé entre chaque passage, comme le commande la procédure de sécurité. Les échanges radio entre le Condor et le Ward sont entendus par le central radio de Bishop Point, sans réaction particulière des hommes de veille. Sans doute ceux-ci doivent-ils considérer qu'une conversation... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.